Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce premier podcast, le Setup Podcast. Le but est de vous faire découvrir les différents entraîneurs que j'ai eu la chance de rencontrer durant mon parcours, échanger avec eux sur leur vision de l'entraînement et tenter de répondre à la question qu'est-ce qu'un athlète? Aujourd'hui, je reçois David Julien, le coach, l'entraîneur que j'avais quand j'étais jeune et qui du coup m'a fait découvrir l'entraînement. Il nous parle de son parcours de fondeur de haut niveau et maintenant d'entraîneur sur notamment les catégories jeunes en VTT cross-country. Super David. Je suis content de te recevoir. Je pense que ça me tient à cœur de faire ce podcast avec toi. J'étais le premier enfin, c'était mon entraîneur quand j'étais compétiteur. C'était un peu celui qui m'a fait découvrir ce que c'était l'entraînement et qui m'a pas mal accompagné et m'a aidé je pense, à maintenant mon boulot de préparateur physique. Du coup, moi, j'ai passé pas mal de temps avec toi, sur tous les entraînements. Si tu pouvais te présenter. C'est très gentil déjà. Moi, je suis un pur produit lausérien. Je suis né et grandi sur Mende. J'ai fait, j'ai fait presque toute ma scolarité sur la ville de Mende, hormis une année passée au lycée climatique de Villard-de-Lans. À l'époque, j'étais skieur de fond. Euh, voilà, donc j'ai toujours fait plus ou moins du sport, toujours plus ou moins fait du sport dans ma vie. Et, euh, et c'est c'est quelque chose qui me plaît. Et ce qui me plaît par-dessus, presque par-dessus tout, c'est de pouvoir aussi faire partager des quelques connaissances que je peux avoir. La plupart des jeunes de mon département ou même des personnes qui pourraient avoir l'utilité de quelques conseils d'un vieux. Voilà. Ouais. Pas guère plus. Mon parcours après, en termes de diplôme sportif, donc j'ai un certificat de qualification de préparateur physique sportif de haut niveau que j'ai passé sur Montpellier. J'ai un brevet d'état de ski nordique. Je suis pisteur secouriste aussi en ski nordique. Presque tous ceux qui existent en ski nordique, je les ai. J'ai tous les diplômes. J'ai passé des certificats de qualification pour pouvoir enseigner aussi un petit peu le VTT parce que je fais le tampon là au niveau du centre omnisport Lozère quand on n'a pas de personnes qui sont brevet d'État, voilà, tout simplement. Et, du coup, ben, ça fait c'est une partie de mes attributions à l'heure actuelle. Ok. Après, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. Bon, enfin. J'ai un peu de travail, ouais. Je me plains pas. Ouais. Ouais, parce que on va pas oublier. Enfin, t'es passé rapide sur ta carrière quand même d'athlète fondeur, où t'as quand même fait pas mal de trucs. Ouais, après c'est vieux, ça n'intéresse plus personne aujourd'hui. Moi, j'ai fait partie en fait des équipes de France pendant 6 ans, en ski nordique. Alors maintenant, il y en a plus. Il reste que Jean-Marc Gaillard avec qui j'ai pu courir à l'époque. Sinon, je faisais partie. J'étais un tout petit peu plus jeune que Vincent Vitos, qui est aujourd'hui l'entraîneur du biathlon français. J'étais avec, comment il s'appelle aussi, l'ancien entraîneur de l'équipe de France de ski nordique, François Fèvre, qui était exactement de ma génération. Euh, François était pas en équipe. Enfin, François a toujours été une des personnes avec qui on se battait à l'époque
sur les cours de ski. Voilà, donc après le milieu du ski nordique, moi j'en suis sorti tout simplement parce que j'ai pas eu un, un chemin comme tout le monde. C'est-à-dire que, originaire du Massif central, c'était un peu la guerre pour pouvoir accéder aux équipes de France. Et puis à la sortie de ma carrière, qui a été pas très très longue en plus, j'ai pas jugé utile de lancer des jeunes, même si je me suis occupé un petit peu du centre omnisport à l'époque pour quelques jeunes skieurs. Je sais par quoi il faut passer pour arriver au niveau en ski nordique. Et très concrètement, le manque de neige des années qu'on vient de passer donne pas toutes les possibilités aux jeunes. Donc ça m'intéressait pas forcément de me maintenir dans cette activité-là. J'y ai passé de très bons moments. Je regrette rien du tout de ce que j'ai pu faire. Par contre, effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, hormis pour mes enfants, je ne vais pas aller faire du ski de fond. Aujourd'hui, j'ai complètement arrêté cette activité-là. Je continue à faire un peu de ski de randonnée nordique pour mon plaisir. Et j'ai vraiment échangé du tout au tout enfin pas du tout au tout parce que ça reste des sports d'endurance, mais voilà, je suis revenu sur un sport qui me paraît être plus porteur pour le département dans lequel on est, qui est le VTT, puisqu'on a quand même un réseau et de chemins et une population qui a vraiment pris sur le VTT, et du coup c'est intéressant de connaître cette activité du plus qu'on peut. Voilà. Ouais, les fameuses retraites. Et oui, après, moi, je fais des retraites sportives, et puis il suffit de trouver deux ou trois challenges sympas pour me faire revenir, quoi. Ouais. Quand on est compétiteur. Ouais. Du coup, maintenant que tu es entraîneur, pour toi, c'est quoi un athlète? Ouais. Pour moi, c'est quoi un athlète? C'est quelqu'un qui se donne les moyens de ses ambitions. Avant toute chose, athlète, c'est quelque chose qui est complètement galvaudé en France, où les gens pensent que c'est des gens qui sont entre guillemets payés à rien foutre, notamment pour les sportifs professionnels. Faut savoir que ça demande un investissement qui est colossal, qui est 24 heures sur 24. Il faut gérer son repos, son sommeil, son alimentation, les horaires auxquels on va aller s'entraîner. Il y a tout un tas de paramètres qui font qu'aujourd'hui, un athlète, alors de très haut niveau, c'est du 24 sur 24, et quelqu'un qui veut se dire athlète, il faut qu'il se dise que c'est peut-être pas du 24 sur 24, parce qu'à côté, il y a une vie familiale, il y a une vie professionnelle, mais qu'en dehors de ça, il n'y a pas de place pour beaucoup de choses, si on veut être un tant soit peu performant. Voilà, pour moi, ce que c'est à peu près un athlète. Après, effectivement, on peut parler de beaucoup de choses par rapport à ça, hein, c'est-à-dire les facultés qu'on peut avoir, les facultés innées, et puis celles qu'on va acquérir au fur et à mesure de ses entraînements et de tout ce qu'on peut faire. Ouais, ça c'est. Je pense que sur tes plans d'entraînement et t'avoir côtoyé, il y a une grosse part d'inné, mais il y a énormément de travail. Et je pense que toi, en tant que préparateur physique, tu arrives à jouer sur ces leviers de performance pour réussir à tirer le meilleur de chaque personne avec les moyens que chaque personne a.
Ben, c'est le but en fait, hein. Personne n'est exactement la copie de l'autre. Même dans une même famille, dans une même famille de cyclistes, de skieurs, de quoi que ce soit, il faut prendre en compte, et la partie. Enfin, on est des êtres éminemment complexes. Euh, avec des mentalités et des qualités physiques innées qui peuvent varier énormément. Donc effectivement, oui, il faut prendre en compte tous ces éléments-là pour arriver à faire quelque chose d'à peu près construit. J'ai pas la prétention aucune d'arriver à tirer le meilleur de tout le monde. Maintenant, effectivement, c'est un peu le but, quoi. Et c'est d'essayer d'aller chercher dans les zones que beaucoup d'autres personnes, d'autres entraîneurs vont pas forcément aller exploiter. Ouais, c'est une belle philosophie de l'entraînement. Du coup, tu disais que tu allais chercher plein de différentes zones. Enfin, sur quelle sphère tu joues, enfin, tu peux t'influer toi avec tes athlètes en tant qu'entraîneur? La, la première des. Alors, il y a tout ce qui est physiologique, et puis après, il y a toute la partie, entre guillemets, mentale, même si je ne suis pas préparateur mental, il y a quand même des choses qui sont intrinsèquement à peu près les mêmes. C'est-à-dire qu'un gamin qui va être introverti, qui va être vraiment très introverti, un petit peu mal dans sa peau avec les autres, va être très compliqué pour lui de pouvoir performer, parce qu'à un moment donné, pour être performant, il faut être un tout petit peu, pas exubérant, mais il faut être en capacité de se lâcher. Donc effectivement, sur cette partie-là, moi j'essaye de faire en sorte que les jeunes prennent confiance en eux. Parce que de la même façon, je pense que j'avais dû te le dire à l'époque, moi la différence entre Julien Alaphilippe ou la personne qui va venir me voir, il n'y en a pas. Julien Alaphilippe, il a 2 bras, 2 jambes, et puis il pédale. Voilà. Donc il n'y a pas de raison que si lui y arrive, quelqu'un d'autre n'y arrive pas. Après, ça demande une quantité de travail importante. Le fait d'être en capacité de donner aussi l'envie de toujours être relativement positif sur la totalité des séances qu'on peut effectuer ensemble. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. À savoir que moi, les séances vélo, je les fais intégralement avec les jeunes. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, et je ne changerai pas ce mode de fonctionnement-là parce que ça me permet en plus de voir tous les petits les petits manques qu'il peut y avoir à des moments sur une implication qui est pas à 100%. Alors ça peut s'expliquer, hein, il peut y avoir des aléas dans le cursus scolaire, dans la vie familiale, où il y a des petites choses qui vont pas. C'est pareil, il faut en tenir compte. On est éminemment complexe, encore une fois. Mais voilà, sur le principe, de toute façon, un athlète qui va être bien dans sa peau va être en capacité de performer. Un athlète qui va être mal dans sa peau, ce sera très compliqué. Ce sera très, très compliqué. Donc, avant même de créer de la matière physiologique avec des recherches d'indicateurs de performance, etc., la première des choses, c'est d'avoir envie. L'envie d'aller rouler. Il fait -2, il y a de la neige, il pleut. On ne se pose pas la question, on va rouler.
Euh, je pense que en plus, tu étais dans une des générations où ça a été criant, quoi. Les premières, je me rappelle très bien les premières séances où il commençait à pleuvoir et où finalement, je ne sais pas si on y va. Moi, déjà, je ne vous laissais pas le choix. Mais en plus de ça, il y a deux façons de le faire de ne pas laisser le choix. Il y a le fait d'être très directif et de dire, de toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis, de toute façon, vous n'avez pas votre mot à dire. Et puis après, il y a le fait de dire, c'est bon, il pleut 3 gouttes, alors que je me rappelle très bien, parce que moi, le premier, j'avais pas envie d'y aller. Je me rappelle très bien de m'être posé la question assez régulièrement dans la voiture avant d'arriver au centre omnisport, de me dire, mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? C'est pas possible. Aujourd'hui, on ne peut pas faire du vélo. C'est pas possible. Et pourtant, les premiers temps, ça avait un peu couiné. À la fin, moi, je me posais toujours les mêmes questions, mais quand j'arrivais et que je vous voyais tous changer, tous prêts à aller rouler, forcément, je me disais qu'on avait quand même réussi quelque chose de pas trop mal. Et de cette génération, il me semble quand même qu'il y a eu quelques belles réussites. Ouais. Non, ouais, je me souviens, je crois que mon premier KW, je l'ai acheté avec toi. Avant, j'en avais pas besoin. Oui. Bon. Normalement, avec moi, tu achètes un KW, une lame frontale, des moufles, parce que des fois, il fait froid, Ouais. et des surchaussures. Ouais, mais c'est le matériel obligatoire. Ouais, c'est ça. Mais c'est ouais. Mais Après, encore une fois, je vous ai jamais fait prendre, enfin, je fais pas prendre de risques ni quoi que ce soit. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'être en capacité de s'adapter à toutes les conditions, c'est ce que moi j'ai vécu en tant que skieur. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Donc, je me dis que ça peut aider aussi d'autres jeunes aujourd'hui. Mais clairement, parce qu'après, comme tu disais, quand tu fais des séances comme ça, enfin, après, tu te poses même plus la question quand c'est dur, quand c'est en course, quand. Enfin, en fait, ça te permet réellement de passer des gros paliers de performance sans t'en rendre compte. Et comme tu dis, avec le sourire. C'est en plus de ça, si on se tient à rester sur on est toi et moi sur des secteurs qui sont pas forcément évidents pendant l'hiver. Bien souvent, on s'aperçoit que à l'heure actuelle, là tout de suite, quand on est dans des régions un peu plus, on va dire, calmes en termes de météo, il y avait quand même une grosse avance qui était visible sur les premières Coupes de France. Cette grosse avance, en fait, aujourd'hui, on arrive plus ou moins à la gommer parce qu'on fait le métier, même si effectivement les conditions elles sont pas fabuleuses. C'est quand même quelque chose qui est important sur des courses de niveau national. Il faut être prêt dès la première course. Et pour ça, ça passe aussi peut-être par des simulations de course, alors que les conditions, elles s'y prêtent pas du tout. Ça passe par des séances d'intensité relativement difficiles dans des conditions glissantes, pas agréables. Après, pour en avoir fait quelques-unes depuis 2 ans, je dois avouer que moi, ça ne m'a pas posé de souci de faire quelques Coupes de France où ça glissait dans tous les sens parce que ces conditions-là, je les connais. J'en ai fait tout l'hiver. Ouais, c'est ça. Ouais, au final, en fait, on sort de notre zone de confort, mais en fait, on y va naturellement parce que si on n'allait pas dans cette zone, on aurait quand même un gros désavantage sur les compètes. Après, en fonction des situations géographiques des uns et des autres, on peut trouver des excuses. Soit on trouve des excuses, soit on trouve des solutions. Moi, je suis plutôt dans l'idée de trouver des solutions plutôt que de trouver des excuses. Qui n'est pas bon sur une course, sur une saison, il n'y a pas de souci, ça peut arriver. Moi, je ne suis pas forcément toujours
toujours au top. Et on va pas chercher d'excuses. Hein. C'est que tu n'as pas assez travaillé, tu n'as pas fait ce qu'il fallait au moment où il le fallait. Et il faut s'en prendre qu'à soi. Et je veux dire, voilà, on le sait qu'on habite dans des endroits qui sont compliqués l'hiver pour la pratique du VTT. Après, on a des palliatifs, on a du ski de fond, on a de la rando, on peut faire du ski de rando, on peut faire tout un tas de choses, tout un tas d'activités qui peuvent être intéressantes pour toutes les pratiques sportives. Après, c'est effectivement chercher des excuses. Je laisse ça aux autres, quoi. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Ouais, je me souviens une fois, tu nous avais dit, on n'est pas là pour demander les meilleurs moyens du monde. Par contre, on va faire du mieux possible avec les moyens qu'on a. Et au final, je pense que avec ce qu'on a, on va essayer, on peut essayer d'être performant, même si au départ, on va pas miser forcément un copec sur nous. C'est la vie, hein. La vie, elle est faite de cette façon. Hein. Tout le monde n'est pas forcément avec des moyens financiers énormes. Tout le monde n'est pas forcément dans des lieux qui sont propices à la pratique de certains sports. Et ça n'empêche pas que celui qui a envie, celui qui est motivé, va être en capacité de réaliser de belles choses. Il sera peut-être pas champion olympique, il sera peut-être pas champion de France où il n'aura pas une carrière fabuleuse, mais il sera sûrement quelqu'un de bien, quelqu'un qui sera en capacité aussi de se faire sa propre expérience, de pouvoir aussi la transmettre aux autres, parce que ça, on a tendance à gentiment oublier. Aujourd'hui, le monde associatif, il est quand même géré par beaucoup de personnes qui sont retraitées. Alors effectivement, le pendant, c'est que une personne qui est à la retraite a un peu plus de temps à consacrer à la vie associative. Maintenant, c'est aussi à des jeunes qui sont motivés, qui ont une certaine expérience, de venir sur le monde associatif pour apporter leur énergie et leur savoir-faire. Si ça s'est toujours passé comme ça par le passé, et c'est vrai qu'on est un petit peu en perte de vitesse, je parle notamment chez nous, hein, mais je pense que c'est à peu près sur l'ensemble du territoire français comme ça. Ouais. Du coup, tu parlais de tout ce que tu voulais mettre en priorité chez le jeune et chez l'athlète en général. Qu'est-ce qui, selon toi, en fait, tu vois trop souvent ou même tu as pu faire qui, au final, sert à rien, est pas productif et en fait, ça sert à rien d'aller dans cette direction. Après, on va rentrer dans des considérations. On peut rentrer dans certaines considérations là. Moi, concrètement, un athlète qui est en devenir, donc dans les catégories jeunes, la priorité, elle est à mettre sur la technique. Parce que c'est beaucoup plus facile d'apprendre sur de la technique, sur de l'engagement en descente, etc. En ski, c'était pareil. Hein. Moi, j'ai bouffé de la technique pendant des années et des années. Et j'ai continué à en faire même au meilleur niveau national. Donc, c'est quelque chose qui est hyper important et qui demande au final pas des grosses qualités physiques. Après, au niveau des jeunes athlètes, il est important, pour moi, hein, il est important de faire un gros travail de foncier en respectant la fatigue, hein, parce que de toute façon, on peut être préparateur physique, entraîneur, etc. Moi, j'oublie jamais une chose, c'est quand je gère plus de la fatigue
du travail, en fait. Euh, sur les jeunes, après, je l'ai vu ou j'en ai entendu parler. Je sais qu'il y a des jeunes dans des toutes petites catégories, que ce soit en vélo ou en ski, ou dans tous les autres sports, la course à pied aussi, où on fait faire des intensités. Ça ne sert à rien. Il y a des bases physiologiques qui expliquent que ça ne sert à rien. L'acide lactique est retraité par la testostérone. Comment voulez-vous qu'un jeune qui n'est pas pubère retraite de l'acide lactique sans testostérone ou très peu? C'est idiot. C'est idiot. Alors, ça va avoir un effet certes bénéfique sur ses résultats, tout simplement parce qu'il aura l'habitude de fonctionner au régime. Mais bien souvent, c'est malheureusement, j'ai tendance à dire que les séances d'intensité sont à la fois entraînent une fatigue physique, mais entraînent une fatigue mentale. Je ne suis pas un grand fan des séances d'intensité. Vraiment pas. Je préfère largement augmenter des horaires en endurance fondamentale plutôt que de mettre 3, 4, 5 séances d'intensité en 2 semaines qui vont n'apporter que de la fatigue physique. Je ne dis pas que l'endurance fondamentale ne va pas l'apporter aussi, cette fatigue physique, mais elle ne va pas apporter la même fatigue mentale. Donc forcément, si on force, entre guillemets, des enfants à faire des séances d'intensité relativement très, très bien construites, hein. Après, je ne dis pas que c'est mal construit ni quoi que ce soit, loin de là mon idée. Mais par contre, effectivement, on voit que c'est des jeunes qu'on perd derrière, qu'on va perdre au moment de l'adolescence parce que cette fatigue mentale où ils auront eu toutes les difficultés du monde à finir leur séance et en plus de ça, avec cette désagréable impression d'aller au bout d'eux-mêmes à chaque fois qu'ils font une séance, le décrochage, il est plus facile derrière. Parce que il y a l'adolescence, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte, les fêtes, les copains, les copines, etc., etc. Donc, forcément, à un moment donné, quand le choix va devoir être fait, on va plutôt aller du côté de la facilité, parce que du côté de la facilité, on est tous faits de la même façon, et l'athlète de haut niveau aussi est fait de la même façon. Il va toujours essayer d'aller au plus simple et au plus cool pour lui. Même si je dis ce qu'on a vu au départ, hein, c'est que c'est un investissement qui doit être 24 sur 24, 365 jours sur 365, ou presque. Ouais. Du coup, tu as parlé de physiologique, technique, etc. Tu apportes quand même aussi une grande place à la préparation physique. Du coup, comment tu organises? Alors, par rapport à la préparation physique, et notamment chez les jeunes, alors on sait, les études que j'avais pu voir montrer, et puis je suis allé voir aussi moi sur le terrain, puisqu'on a eu tous des profs de sport, des profs de sport qui sont en capacité, eux, d'avoir une vision relativement honnête de ce qu'ils faisaient avec certaines générations, mais ce qui aujourd'hui font. Et en fait, il y a une corrélation entre les deux, d'une part les études et de ce qui est observé sur le terrain, qui dit que au final, les dernières générations, elles ont perdu à peu près entre 20 et 40% de la force pure. Donc,
quelque chose qui est quand même relativement inquiétant, hein, parce que ce soit sur du sprint, que ce soit sur même du vélo, si on perd de la force, on peut perdre de la puissance. Donc forcément, il va falloir apporter beaucoup plus de puissance pour pouvoir avoir un rendement qui soit relativement intéressant. Donc effectivement, sur des, alors pas des tout petits, mais à partir du moment où les jeunes commencent à être développés et on grandit suffisamment. On met en place tout un travail de renforcement musculaire en vue de leur faire récupérer ce déficit de force, même si, encore une fois, on est désavantagé par rapport au climat, mais par contre, on est très avantagé par rapport à la qualité de vie. C'est-à-dire que dans les régions un petit peu plus rurales, on est plus aux alentours des 20% de perte de force. Les 40% sont plus sur la partie citadine. Ouais. Mais ouais, au final, en fait, comment ça s'appelle? Il faut quand même garder un certain équilibre qui est quand même avantageux. Le fait de rouler sous la pluie, quand même, c'est quand même, on en tire quand même pas mal de bénéfices. On tire des bénéfices de toute expérience. On tire des bénéfices de toute expérience. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que sur l'ensemble des enfants et des adolescents, jeunes adultes presque, que je peux suivre à l'heure actuelle, je me suis clairement aperçu que le travail de renforcement musculaire et de musculation faisait en sorte quand même de faire franchir des caps beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Ouais. Même si, je peux en citer un qui avait du mal à être dans les tout meilleurs régionaux en VTT et en cyclocross et qui aujourd'hui performe au meilleur niveau national. Ouais. Et qui est en junior, je crois, non, c'est ça? Mais par contre, c'est ça, ouais, qui est un peu un junior. Et qui lui, on a fait un énorme travail de force puisque lui, il a presque fini sa croissance. Donc, on a vraiment fait un gros travail de force parce que c'était quelque chose qui lui manquait quand il a fait les tests, de sortie KD2. La seule chose qu'on lui a dit, c'est en fait, c'est bien ce que tu fais, c'est bien, mais tu manques de force. Oui, mais ça, c'était une certitude. C'est quelqu'un qui a une fréquence de pédalage qui est relativement importante, mais par contre, c'est un peu plat et qu'il faut amener du braquet, il y avait plus grand monde. Aujourd'hui, on a rectifié ça, et en partie, et aujourd'hui, c'est vraiment un très 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 bon vététiste. Ouais, c'est ça, parce qu'il mais pareil, il avait beaucoup travaillé toute la partie technique. C'est quelqu'un qui manie très bien le vélo et du coup, ça, c'est beaucoup plus facile de travailler quand on a une base technique qui est importante. Mais après, juste d'expérience, que je me rends de plus en plus compte, c'est que ce travail de force ou de renforcement musculaire, en fait, j'ai l'impression qu'il bonifie l'efficience de mouvement, donc la technique au final. Au final, tout est lié. Le geste sportif, il demande beaucoup d'adaptation. On va pouvoir faire un bunny up, même sans avoir forcément de la force sur la partie haute du corps. Maintenant, on va en faire un. Bien. Si on demande de faire un enchaînement de 3-4 bunny up, ça va déjà être un peu plus compliqué. Le premier va être techniquement relativement bien réalisé, voire
parfaitement réalisé. Et au bout du 3 ou 4e, il va y avoir un changement dans l'aspect technique du geste, mais qui est juste dû au fait que il n'y a pas suffisamment de matière musculaire pour arriver à encaisser ce choc-là. C'est pas très inquiétant au final, puisque sur une course de VTT, quand vous en faites 3, 4 dans toute la course, c'est le grand maximum. Un peu plus peut-être un peu plus maintenant avec les pierreries artificielles, mais grosso modo, oui, c'est ça. Y aller. Vous en avez 1 ou 2 par tour, c'est tout. Ouais. Non, mais Donc, même quelqu'un qui va pas forcément être très 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 fort va réussir à passer. Par contre, c'est l'effort qui va être obligé de consentir à cet endroit-là, il va le payer à un autre endroit. Donc, si on lui met en place quelque chose qui lui permette de ne pas perdre d'énergie sur quelque chose qui est relativement simple, derrière, il va pouvoir peut-être placer une attaque, peut-être recoller à un groupe, peut-être tout un tas de choses qui font que, au final, tout mis bout à bout, on va réussir à construire une course qui soit relativement intéressante et qui sera où le jeune va pouvoir performer sur la totalité de sa course. Il fera peut-être pas, encore une fois, il sera peut-être 20e, 30e, 40e, c'est pas grave. S'il a pris du plaisir, en plus de ça, à évoluer sur sa compétition, je pense qu'on a à peu près rempli notre contrat. Ouais, et après, pour en revenir à l'importance de prendre de la force, c'est qu'il n'y a pas une façon de prendre de la force. Il y a chacun est plus ou moins réceptif à différentes techniques de prendre de la force. Et il ne faut pas taper sur Internet, prendre de la force et prendre la première méthode. Après, il faut que cette force elle soit utilisable sur le vélo. Donc, oui, complètement d'accord. Complètement d'accord. parce que parfois, il y a... Après, Et en fait, ça ne marche pas sur le vélo. C'est d'autant. Ouais, alors, c'est quelque chose que j'avais pas forcément fait par le passé, mais que je fais de plus en plus parce que j'en ai fait personnellement. Je fais de plus en plus appel au mouvement d'haltéro. Tout simplement parce que c'est la base de la force et que on cherche beaucoup de solutions diverses et variées qui peuvent être très intéressantes. Maintenant, des mouvements qui demandent à la fois de la technique, qui demandent à la fois de la coordination, qui demande en plus de ça d'engager presque la totalité des articulations du corps. J'ai pas trouvé mieux encore. J'ai vraiment pas trouvé mieux encore. Le squat, j'ai remis encore il y a très peu de temps un petit post que j'ai trouvé sur les douleurs de genoux et les squats. Faut arrêter avec les fantasmes de dire c'est parce que je fais du squat, je vais avoir mal aux genoux. C'est parce que j'en fais pas que je vais avoir mal aux genoux. Tout le monde se plaint j'ai mal au dos. Mais moi, j'ai jamais mal au dos. Mais par contre, oui, je fais entre 14 et 20 heures de sport par semaine. Donc, je peux pas avoir mal au dos. C'est pas possible. Par contre, oui, effectivement, quelqu'un qui va rester devant l'ordinateur, qui va avoir une vie sédentaire à l'heure actuelle, va forcément avoir mal au dos, avoir des douleurs dans les épaules, va avoir forcément des douleurs dans les genoux, va forcément avoir des douleurs de toutes parts, parce que on est quand même à la base
malgré tout ce malgré tout ce qu'on peut dire, on est quand même des chasseurs-cueilleurs. Si on revient très loin, on est des chasseurs-cueilleurs. Je sais qu'il y a il y a beaucoup de personnes euh, qui travaillent dans ce sens-là avec de la posturologie des anciens temps, etc., etc., des réflexes moteurs, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Je le suis, mais très concrètement, ça m'est relativement compliqué. Ça m'est relativement compliqué de pouvoir accéder à toutes les informations, même si c'est même si c'est très intéressant, même si c'est très intéressant. L'intérêt de se dire ça, c'est qu'on est fait quand même pour être en mouvement. On est fait pour faire des choses qui sont pas forcément toujours faciles. Maintenant, dès lors qu'on oublie ces fondamentaux-là, on va forcément, on n'a pas encore évolué pour rester 10 heures par jour assis sur une chaise ou, et être devant des écrans toute la journée. On n'est pas encore fait pour ça. Ça va venir, hein, ça va venir. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Ouais, mais c'est totalement ça. Du coup, si tu pouvais donner 3 conseils à un athlète là qui nous écoute, en général, pour toi, trois conseils. Ouais. Trois conseils. Qu'est-ce que tu fais à nous regarder déjà? Parce que là, normalement, il faudrait que tu sois en train de faire des abdos ou du gainage. Parce que ça, c'est hyper important dans n'importe quel sport qu'on pratique. Je pense que tu t'en rappelles. Parce que ça, je pense que ça n'a pas changé, en fait. Hein. Les abdos et le gainage, c'est quelque chose, pour moi, qui sont fondamentaux. De croire en ses possibilités. Parce que encore une fois, tout le monde a 2 bras, 2 jambes. Enfin, pour avoir été entraîneur des équipes de France de ski handisport, donc tout le monde n'a pas 2 bras, 2 jambes. Mais par contre, tout le monde peut avoir la volonté de réussir, que ce soit dans le sport ou dans sa vie professionnelle, personnelle, etc. Donc, il faut croire en soi. Faut pas lâcher. Si on sent qu'on a des possibilités, faut pas lâcher. C'est tout. Et le dernier conseil, après celui-là de conseil, ça faisait un petit peu comme Michel Blanc dans Les Bronzés. Hein. Oublie que t'as aucune chance, fonce. C'est pas ça. C'est pas ça. Des chances, tout le monde en a. Et le troisième conseil, c'est en plus de croire en soi, il faut faire confiance aux gens qui veulent vous aider. Ça n'empêche pas d'avoir un regard qui peut être critique, au contraire. Je pense que c'est important de poser des questions, c'est important de s'intéresser à ce qu'on fait. Moi, j'ai toujours posé des tas de questions qui des fois étaient complètement cons, mais c'est pas grave. Moi, il me fallait savoir, de quoi il en retournait, donc je posais la question. Voilà. Après, je suis toujours un peu casse-momo, je dois bien l'avouer, mais ouais, c'est d'être curieux de tout, parce que c'est important. C'est quelque chose qui est vraiment important. On pourrait prendre dans l'histoire tout un tas de choses où les gens n'ont pas été forcément suffisamment curieux. Il y en a eu pendant 14-18, je crois, plein les tranchées, qui ne savaient pas pourquoi ils étaient là, mais bon, qui étaient quand même, quoi. Donc, poser la question, c'est bien. Ouais, je pense que ça vous évite c'est un beau résumé. Enfin... ça évite quand même pas mal de choses. Ouais. Si tu croisais le David d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu aurais à lui dire?
Bon, je n'ai pas grand-chose à lui dire, hein, si ce n'est qu'il y a plein de choses qui risquent de changer dans sa vie et que de toute façon, c'est comme ça et que ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci particulier. Nickel. Nickel. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Si jamais les gens ils veulent te poser des Merci à questions, toi. je sais pas, on laisse Après, moi, je suis sûr. Après, moi, je suis sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, de mémoire, oui, c'est ça, Instagram. Sur Facebook, j'ai une petite page à mon nom, mais je la fais pas forcément vivre très très souvent, très souvent. Voilà, mais après, moi, si les gens veulent discuter ou quoi que ce soit sur ma page Facebook, donc ça doit être DJ Performance, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, c'est sûr. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Normalement, je réponds, j'essaye de répondre le plus rapidement possible, parce qu'après, je me prends les pieds dans le tapis et forcément, c'est pas bon. Donc, j'essaye de le faire le plus rapidement possible. Et voilà, donc après, si vous avez l'occasion, enfin, si vous êtes skieur ou vététiste plutôt, vous aurez sûrement l'occasion de me voir sur les courses en Occitanie et sur les courses nationales aussi, puisque je fais partie du team VCML pour l'instant, pour le moment, puisqu'on est sur un projet de regrouper un peu toute la pratique du VTT en Lozère sur un seul et même team. Et voilà, donc sur les Coupes de France, en plus, cette année, je risque d'y être relativement longtemps, puisque je vais faire normalement, suivant mes capacités sur le moment, je risque de courir à la fois sur la course des vieux, puisque je suis vieux, et sur la course élite aussi, puisque on m'a donné cette année l'opportunité de pouvoir courir avec le nouveau champion du monde français. Donc, rien que par rapport à ça, je vais peut-être y aller parce que c'est intéressant quand même de pouvoir côtoyer ces pilotes d'exception. Ouais, t'aimes bien les challenges. Pardon, j'ai pas entendu. Je te disais, t'aimes bien les challenges. Bah oui, à y être même tant qu'on peut et on va le faire. Et puis il va arriver un jour où ce sera plus possible. Donc à ce moment-là, on fera comme toutes les personnes qui se mettent à du sport un peu plus plaisir, un peu plus doux peut-être. Et voilà. Mais bon, ça fait. J'ai la chance de pouvoir encore faire quelques années, je pense, à un niveau pas trop mauvais. Donc, je vais essayer d'en profiter au maximum. Impec. C'est top. On va finir là-dessus. Nickel. Ça Merci. marche. Merci beaucoup. À bientôt.